Bonjour, bienvenue à C2G Talk, une série d'entretiens avec des professionnels éminents et des leaders d'opinion qui vise à explorer les défis soulevés par les nouvelles technologies de modification du climat. Je suis Mark Turner, directeur de la communication de l'initiative Gardégie sur la gouvernance du climat, et je m'adresse aujourd'hui à Ken Caldera, qui est un chercheur émérite de Carnegie Science et qui a travaillé notamment sur les cycles de carbone et le changement climatique. Il a été l'un des auteurs principaux du 5e rapport d'évaluation du GIEC et co-auteur du rapport de 2010 de l'America's Climate Choice de l'US National. Il a également participé au panel de géo-ingénierie de la Royal Society en 2009 et a participé à de nombreux débats politiques. Il est également un scientifique chez Breakthrough Energy et cherche donc des stratégies pour arriver à carbone zéro. Bienvenue. Je suis heureux d'être ici. Donc, vous étudiez le changement climatique depuis quelques années et vous avez joué un grand rôle pour nous éclairer sur ce domaine. Comment décrivez-vous le moment que nous avons atteint en 2022, tant en termes de science qu'en notre compréhension du changement climatique, et comment l'humanité répond-elle en termes scientifiques à ceci? Très bien, il y a là une question très vaste. J'ai commencé à étudier le changement climatique dans les années 80 et je me souviens qu'à l'époque, tout ceci était comme une sorte, le changement climatique était un bruit de fond et on espérait qu'il y ait comme un signal sonore qui émerge dans les années 90 et ça a été le cas. Et Ben Center du GIEC a joué un rôle très grand sur ceci et sur le système climatique. Et j'ai écrit avec d'autres confrères dans Nature Magazine un article avec des années 90 en mettant en avant l'échelle, l'ampleur qu'il avait besoin pour réduire les concentrations de gaz à effet de serre et de CO2 et en disant que nous aurions besoin d'une très grande transition pour arriver vers une énergie sans carbone et sans émissions et donc bien plus grande de ce qui était déployé à l'époque. Il y a une autre question, c'est que je me souviens d'un briefing sur l'ossification des océans en 2005 et des membres du Congrès m'ont demandé quels devraient être les objectifs de température pour stabiliser les changements climatiques. Je leur ai répondu qu'il ne fallait peut-être pas penser en termes de stabilisation des températures, mais en objectifs d'émission. Alors ils m'ont dit quels objectifs d'émission et j'ai dit zéro. Et, et donc, on, on, on a donc vu ces objectifs et suite à ceci, on a vu des choses plus raisonnables, mais il me semble que maintenant nous sommes 17 ans après et les personnes acceptent cet objectif d'émission zéro, c'est largement accepté. Et ce que nous avons fait beaucoup de chemin sur ce que les gens disent, pas aussi loin en termes d'action. Il est vrai que l'énergie solaire et éolienne sont de plus en plus économiques et qu'il y a une augmentation qui augmente, mais même ici en Californie, on construit encore des usines de gaz naturel et il faudrait développer beaucoup plus les autres technologies, peut-être de l'ordre de 10 fois plus que ce que l'on fait jusqu'à présent. Donc, il y a une reconnaissance accrue de ce qu'il faut faire, mais le système social n'a pas véritablement adopté l'ampleur des efforts qu'il faudrait déployer. Pour ce qui est de la science et de la façon dont elle est présentée aux décideurs politiques, certaines personnes remettent en question l'utilité continue du GIEC et de sa forme actuelle. Quelle est votre opinion? Comment la science peut-elle éclairer la politique aujourd'hui? Je pense tout d'abord que le GIEC et en particulier le groupe 1 a fait un travail formidable. Le premier rapport qui a été publié, je crois, en
1992. Euh, à l'époque, il y avait véritablement un consensus autour des bases scientifiques et biochimiques des changements climatiques. Et il y avait beaucoup de bruit qui a été fait par les toujours intérêts, évidemment, qui a essayé de dire qu'il n'y avait pas de consensus scientifique en la matière. Et je pense que, en particulier, les bases physiques donc du GIEC a vraiment fait un travail formidable pour montrer qu'il y avait véritablement un consensus scientifique en dépit des personnes qui voulaient prétendre le contraire. Au bout d'un moment, le GIEC et le groupe 2 sur l'adaptation et le groupe 3 sur l'atténuation des changements climatiques, ensuite, ont apporté aussi des informations utiles, mais il y a peut-être moins de consensus. Tout le monde est d'accord sur le fait que les bases physiques sont certaines et sur ce que la technologie pourrait faire ou ne pas faire à l'avenir et être acceptée ou pas par la société. Donc, je pense que l'utilité du côté scientifique a été considérable et l'utilité des autres rapports ont également été grande comme source d'information. Et aujourd'hui, justement, quand je veux regarder quelque chose sur le captage du carbone, je vais regarder les rapports du GIEC. Donc, je pense que je verrai la question en me disant, euh, en réfléchissant au temps qu'il est nécessaire pour la recherche scientifique et pour voir l'acceptation sociale. Et je pense qu'il y a un autre facteur quand les gens disent qu'il faut arrêter. Par exemple, quand on a arrêté de dire qu'il fallait fumer à l'intérieur, on n'a pas entendu des gens qui disaient ah oui, c'est les dernières nouvelles scientifiques qui nous le disent. Non, on savait depuis des décennies que le tabac provoquait le cancer et que c'était très mauvais pour les enfants ou les femmes enceintes. Donc, je pense que ça fait des décennies qu'on est au courant des changements climatiques et on connaît que les émissions ont un rapport direct avec le réchauffement climatique. Et donc, il y a de nouveaux. En fait, il n'y a pas véritablement de nouveaux rapports qui nous le disent. On le sait depuis longtemps. Et j'aimerais voir peut-être voir le GIEC évoluer vers quelque chose de plus direct, efficace, peut-être. Euh, il pourrait par exemple mettre à jour chaque chapitre, chaque cycle, ou alors enlever certains chapitres ou en remettre d'autres, je ne sais pas. Mais quand je me rappelle que quand j'étais enfant, nous avions l'Encyclopédia Britannica et tous les ans, eh bien, on avait un nouveau volume qui était en quelque sorte la mise à jour de l'encyclopédie. Et je pense que ce type de modèle de mise à jour pourrait être efficace en la matière, mais je pense que le GIEC a vraiment fait un très grand travail, comme je le disais, et que c'est une excellente référence, et donc qui pourrait être bénéfice pour tous. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit auparavant, sur le fait de parler des émissions zéro au Congrès. On voit une prolifération dans les dernières années de nombre de pays qui parlent des émissions net zéro, des objectifs donc. Mais le monde est très très loin de mettre ceci en pratique. Et il y a de plus en plus de soucis sur le net, dans ce composant de net zéro pour les entreprises et les pays. Vous pourriez peut-être nous éclairer sur les différences entre ce net zéro et sur les émissions zéro, et pour que les personnes comprennent la différence entre ces deux éléments. J'aime beaucoup l'élimination du CO2 comme sujet de recherche, projet de recherche. Je suis un petit peu sceptique sur son intégration dans des grands plans de décarbonation. Et c'est je pense que nous devons être le plus proche possible des zéro émissions.
donc des émissions de nos activités humaines. Et dans donc cet objectif, il y a certaines activités qui vont être véritablement chères de décarboner et problématiques. Prenons l'exemple d'un avion qui va d'Australie à New York et jusqu'à présent il utilise des hydrocarbures pour le faire. On pourrait, en principe, obtenir des hydrocarbures depuis une source biologique de biomasse et avoir de l'électricité qui vient aussi d'une source zéro. Mais s'il est plus économique d'utiliser des combustibles fossiles et ensuite de les éliminer de l'atmosphère, ça va être plus économique à faire. Et donc, je pense qu'il pourrait y avoir un rôle que l'élimination du CO2 pourrait jouer, mais il va falloir investir beaucoup en la matière. Et je pense qu'il y a ces deux niveaux. Une chose est de dire que l'on va faire voler un avion aujourd'hui avec et ensuite de faire éliminer par une usine de capture directe. Ça, on peut le faire. Et peut-être que dans quelques décennies, on pourra le faire, mais on reporte un peu cette chose. Vous touchez un point très important car au fur et à mesure que les gens décident de faire ceci et l'acceptent, il peut surgir une hiérarchie sur l'atténuation. Et par exemple, donner la priorité sur la réduction des émissions avant de les réduire, et tout en supposant qu'il y aura des émissions résiduelles. Et donc tous les efforts doivent être dirigés pour atteindre ces objectifs dans la fenêtre de temps que nous avons pour le faire. Et tout ceci doit vraiment être un travail titanesque. Comment peut-on l'atteindre? Comment peut-on le faire sans sous-estimer l'urgence de la réduction des émissions et sans créer une sorte de dissuasion, c'est-à-dire cette question d'aléa moral dont on parle? Moi, je suis physicien et j'observe le processus. Je ne suis pas expert en appel d'offres et en sujets comme ceci, mais en tant que physique qui dispose d'informations, l'idée d'une taxe carbone me semble attirante et les économistes disent que ce serait quelque chose d'intéressant, mais sur le plan politique, ce n'est pas facile de le faire accepter et de l'obtenir. Il s'agit d'une régulation peut-être de technologie et ce serait plus acceptable. Mais si on le dit aux personnes qui ne peuvent pas construire une usine de gaz naturel ou une raffinerie, mais qu'on les laisse construire un objet une centrale nucléaire ou de captation solaire, eh bien, les personnes veulent leur électricité. Donc, ça va créer des bénéfices locaux. Donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est interdire ce qui est mauvais. Et ensuite, parce que les gens veulent avoir leur électricité, ils vont construire des systèmes sans émissions. En revanche, l'élimination du CO2 n'a pas d'avantages et de bénéfices directs. Et ça implique beaucoup de coûts sur le plan local et des avantages et bénéfices pour le reste du monde. Et qui dureront des décennies ou des siècles. Donc il faut un système d'incitation et de réglementation, de régulation, pour veiller à ce que les personnes le fassent. Si nous prenons par exemple comme exemple les épurateurs de soufre dans les usines à charbon, j'ai par exemple écouté un bruit, une rumeur qui dit qu'en Chine, ils avaient construit des épurateurs de soufre, mais qu'il était plus économique de corrompre les inspecteurs que de construire ceci. Et les usines avaient des épurateurs, ils les utilisent à paix.
Et si l'on parle donc de gigawatts dans des installations comme celle-ci, le coût de captage de carbone pourrait être des centaines de dollars, de millions de dollars à l'année. Je me trompe peut-être hein, sur ces chiffres, mais à moins que le système de gouvernance soit vraiment sans corruption, je pense que nous parlons en réalité de d'éviter les émissions à travers l'interdiction de technologies qui émettent beaucoup. Je sais que les économistes n'aiment pas véritablement ça car ce n'est pas très efficace, mais cela pourrait être accepté et efficace sur le plan social. Donc, je me demande et je suis préoccupée par le fait que la société va créer ou pas les réglementations et régulations adéquates pour gouverner, pour avoir une bonne gouvernance de l'élimination du CO2. Et c'est une chose que l'on voit par exemple actuellement, c'est que il y a une partie de l'élimination par exemple des biais géologiques, de stockage géologique est coûteux. Par exemple, 600 dollars la tonne de CO2, mais il y a également des personnes qui vendent quelque chose de trompeur en disant que c'est pour 15 dollars. Vous voyez, il y a une tromperie en la matière. Donc, disposer d'un stockage permanent serait peut-être vraiment euh, bien pour éliminer ceci de l'atmosphère. Et ensuite, capter du CO2 de l'atmosphère et le mettre dans la terre et face à l'option d'un puits qui pourrait être encore ici ou d'un bois qui pourrait être ici d'ici des siècles. Et en quoi donc sont véritablement reflétées les valeurs sur les marchés? C'est très difficile de le dire. Je pense que l'élimination de CO2 joue un rôle important dans nos modèles. Par exemple, nous avons vu les modèles quand on applique des limites avec le CO2, avec le captage de CO2, mais si nous avons une usine avec des pics comme ça à l'année qui fonctionne 2-3 fois par an, c'est plus économique qu'elle fonctionne sans captage de carbone et que si nous avons par ailleurs une usine qui a du captage de carbone tous les jours de l'année et 24 heures sur 24, elle va être plus utile. Alors que si simplement elle le fait une ou deux fois par an, ça c'est très coûteux. Et je crois que c'est quelque chose très difficile à réglementer et à réguler, et ça pourrait être une solution fantastique, mais je suis heureux de ne pas être politique. Vous rappelez que vous êtes physicien. Il est clair que vous êtes familiarisé avec ces types, ces voies d'action géochimiques vers l'élimination du CO2. Il y a peut-être des personnes qui pourraient dire que les approches fondées sur la nature sont très bénéfiques, pardon. Mais bien sûr, il y a la question de la permanence et de l'utilisation des sols et autres. Ceci me conduit à la question suivante. Voulez-vous qu'il existe une préférence intrinsèque vers l'utilisation de la nature par rapport aux technologies? Existe-t-il cette contradiction? Est-ce que cela a un sens à travers votre façon de voir les choses? Je voudrais tout d'abord dire, avant de répondre à votre question, que l'une des raisons principales pour lesquelles je fais ça, c'est que je pense que les humains s'adaptent très facilement. Si l'on pouvait s'organiser, nous pourrions protéger au moins les plus vulnérables. Mais la capacité d'adaptation des écosystèmes, comme par exemple de la calotte glaciaire, est bien moindre que la nôtre. Donc, parmi les nombreuses raisons pour lesquelles je veux éviter le changement climatique, c'est la protection des écosystèmes. Et les personnes comme moi, nous associons d'une façon positive ceci avec les systèmes naturels, car cela semble moins dangereux, ça nous fait moins
peur. Comme je l'ai dit, le reboisement et en particulier nous apporte de grands bénéfices ajoutés si c'est fait de la façon que j'aimerais que ce soit fait. Et ainsi, on restaurerait des écosystèmes et on atteindrait l'absorption du carbone. Et je mettrai la protection des écosystèmes comme une priorité réelle et le stockage comme un bénéfice qui en découle. D'une certaine façon, cela a permis un tournant. Et il est difficile de vendre l'idée de protection afin de bien protéger et de soigner nos écosystèmes. Les personnes utilisent ou regardent le stockage de carbone comme un moyen de protéger les écosystèmes. Et si j'étais le roi du monde, pardon, je protégerais les forêts, car cela vaut la peine de les protéger en tant que tel. Mais le stockage serait un co-bénéfice, quelque chose qui viendrait s'ajouter à cela. Et nous allons voir ce que nous pouvons faire pour qu'il en soit ainsi. Par ailleurs, je pense qu'il y a une certaine attirance émotionnelle vers les solutions fondées sur la nature. Et un autre paradigme est que tant que nous essayons de faire les choses de la façon la plus concentrée possible, et si nous pouvions donc rassembler, compacter le plus ces activités humaines, il y aurait plus de monde pour la nature, plus de place. Et je suppose que les solutions fondées sur la nature voient le stockage comme une valeur ajoutée. Donc, je pense que oui, que s'il y a un sens à protéger les semis ou les récoltes ou les terres pour avoir un meilleur niveau de stockage de carbone, d'accord, c'est bien. Mais, par exemple, j'ai participé à une étude sur les forêts boréales, donc qui sont proches de l'Arctique, et nous avons vu que leur influence est nette sur le réchauffement. Et même s'ils stockent du carbone, la neige reflète beaucoup plus de lumière solaire qu'une terre qui serait plus foncée. Et nous avons vu que l'absorption a ainsi un meilleur effet sur le stockage. Donc les personnes ont dit, est-ce qu'on les coupe? J'ai dit non. On essaye d'essayer les changements, le réchauffement climatique et de protéger les écosystèmes. Et je ne dis pas qu'il faut les détruire. Ceci n'est pas correct. Donc, je dis que je pense que ce cas reflète bien la vision qui est que le stockage est la fin pour la protection des écosystèmes. De restaurer un écosystème naturel est une chose, mais une grande partie de ces efforts qui visent à capter via la plantation d'arbres ou les cultures, et de planter quelque chose qui croît rapidement est bien. Et en plus, on peut même utiliser des insecticides pour conserver les feuilles pour que les insectes, les animaux ne les mangent pas. Et je suis en favor donc de ces solutions naturelles. Et on peut voir également ceci avec la protection des mangroves, qui sont, à mon avis, également nécessaires. Parce que ça absorbe de grandes quantités de carbone, mais ça n'absorbe pas de grandes quantités, mais ça le retient, il ne faut pas les altérer. Vous avez parlé de la réeffectivité des forêts boréales, donc de l'albédo. J'utilise ceci comme une passerelle qui nous amène à la question suivante. Mais il y a d'autres approches importantes qui ont été débattues qui est de gérer les risques de dépasser les températures et la géo-ingénierie solaire, donc utiliser ceci pour que l'humanité se rende compte et fasse quelque chose pour réduire les températures. Vous avez collaboré avec la Royal Society en 2009 qui a identifié de nombreuses de ces questions. La compréhension de ces approches, de ces façons d'agir a-t-elle avancé de façon importante depuis lors et le cas échéant, comment?
Oui, oui, il y a eu de grandes avancées et progrès en la matière. Remettons ceci dans un contexte historique avec quelques éléments. Je travaillais dans un laboratoire et Taylor et Lowell Wood proposaient la recherche sur la géoingénierie solaire. Et bien que Lowell Wood et moi travaillions alors là-bas, euh, nous avons ensuite été dans une réunion à Aspen, Colorado, où était David Keys, et Wood a parlé en faveur de la géoingénierie solaire, mais personne n'avait fait alors de simulation. Et on a dit que ça n'allait pas fonctionner car le CO2 est tout autour de la planète en permanence, alors que l'énergie solaire ne peut être utilisée vraiment que en été, près de l'équateur et pendant la journée. Ensuite, quand nous sommes rentrés au bureau avec un de mes collègues, nous avons fait la première simulation de géo-ingénierie solaire, un modèle en 3D, et nous recherchions à montrer que ça ne fonctionnait pas, mais en réalité, ça fonctionnait bien mieux que ce que nous avions prévu et envisagé. Et donc, une partie de ce qui s'est passé, c'est que les systèmes d'énergie sont si puissants pour gérer la réponse des systèmes climatiques face au changement et voyons par exemple, une des doubles avantages de ce captage, de piégeage de CO2 nous donne 4 watts par mètre carré, mais lorsqu'il y a par exemple du gel sur les océans, ça peut changer à 100 watts par mètre carré, car le, le, le gel empêche à l'air de se réchauffer. Donc, on a vu que si on arrivait à refroidir la planète à un niveau suffisant ou à des niveaux donc comme de la glace, eh bien, on arriverait à ce qu'était le climat avant. Donc, depuis lors, il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées et avec des avancées et des progrès qui confirment cette théorie. Il y a eu de nombreuses avancées pour comprendre les effets du cycle hydrologique sur les températures. Et c'est une chose avec laquelle je suis très familiarisée. Il y a également eu des avancées pour comprendre comment les particules d'aérosol interagissent dans la stratosphère, mais je ne pense pas vraiment qu'il y ait eu des changements importants depuis 20 ans. Et, par exemple, il y a eu l'éruption volcanique comme celle du mont Pinatubo aux Philippines, et ça a eu une dimension qui serait comme un déploiement de géo-ingénierie solaire réel. Donc je pense que ces modèles sont plus ou moins valides pour ceci. Ce qui a peut-être changé, si ce n'est pas la compréhension, c'est le contexte dans lequel ces idées ont été présentées face à l'urgence. À votre avis, qu'est-ce qui est apparu? Qu'est-ce qui a surgi? Que s'est-il passé au fil de l'augmentation de cette urgence? Face au manque d'accord social, que peut-il se passer pour qu'on sente suffisamment ces changements climatiques pour que quelqu'un fasse quelque chose pour ce qui est de la modification du rayonnement solaire? Comme vous l'avez dit, quand nous avons réalisé cette étude nous avons commencé en 1998 et pour nous autres, ça a été une expérience idéale, un modèle idéal qui était pratiquement un modèle de science-fiction. Nous n'avons jamais pensé que autant de personnes le prendraient tant au sérieux et voudraient véritablement le faire. Mais je ne dis pas que j'ai été clairvoyant, mais le scénario qui semble le plus plausible et probable est que pour pouvoir utiliser la géoingénierie solaire serait le cas où les températures dans les zones tropicales commenceraient vraiment à entraîner des mauvaises récoltes, des famines et des questions, donc des choses comme celle-ci. Il y a eu un essai il y a 1 ou 2 ans qui a réalisé une estimation, une évaluation qui a dit qu'on aurait besoin de
de refroidir pardon, la planète d'1 degré et que pour la refroidir d'1 degré, pardon, il faudrait 18 000 millions de dollars qu'il faudrait multiplier par 5 et je pense que c'est suffisamment un montant suffisamment bas entre guillemets pour que les pays tropicaux puissent le faire et l'appliquer. Et étant donné les avancées sur l'agriculture, il y a suffisamment de nourriture dans le monde à l'heure actuelle, mais nous voyons qu'il y a certains degrés quand même de famine dans certaines régions du monde, donc les programmes sociaux répondent euh, face à ces menaces contre la sécurité alimentaire. Donc je pense qu'une coalition de pays des zones tropicales pourrait être faite et il y a eu certaines études qui étudient les scénarios d'émissions très élevées qui indiquent qu'il existe des endroits des tropiques où peut-être à l'avenir on ne pourrait plus vivre à l'extérieur. Car si l'humidité et le chaleur arrivent à un certain degré qui fait que l'être humain ne peut plus transpirer, donc on estime que c'est une possibilité que des parties importantes des tropiques se trouvent dans cette situation à la fin de notre siècle. Donc, la raison pour laquelle je suis à faveur de l'étude de la géoingénierie solaire, c'est que c'est la seule façon connue de pouvoir faire en sorte que la Terre commence à se refroidir dans notre période de temps et donc les manques politiques de nos politiques. Donc, s'il y avait une crise où on verrait des famines et des mauvaises réponses d'une année à l'autre et que l'on est un dirigeant d'un pays et que l'on pense que l'on peut sauver des millions de vies, non simplement dans notre pays, mais également dans toutes les régions tropicales, nous devrions réaliser cet investissement dont je parlais tout à l'heure par an et il y aurait une coalition entre les pays affectés qui pourrait donc être constituée. Et il me semble que ça pourrait être un scénario possible. Et également, ça pourrait être utilisé peut-être pas comme un déploiement, mais un petit peu comme une menace, en disant si vous ne nous donnez pas l'aide dont nous avons besoin et ne résolvez pas notre situation de famine, nous allons devoir faire ceci. Et je pense que la géoingénierie solaire se transforme dans une sorte de menace crédible que peuvent utiliser les pays qui vivent dans les régions et les zones tropicales. Et c'est une chose qui pourrait donc être utilisée pour recevoir plus d'aide. Et donc, si l'on est le dirigeant d'un pays et qu'on n'a pas pu industrialiser notre économie et donc que donc la population doit travailler essentiellement à l'air libre en extérieur, eh bien, si on est face à un certain degré de famine ou autre, je pense que tout politique devrait alors prendre en compte et envisager le déploiement de géoingénierie solaire, mais je pense que le récit qui entoure la géoingénierie solaire a été en fait entre les mains des plus riches et des plus puissants, et le fait que ce soit quelque chose qui est efficace et pas très cher peut aider et peut donner beaucoup de pouvoir et de moyens aux pays plus marginaux et marginalisés. Il y a eu récemment une campagne en 2017 qui a été faite par des chercheurs et par des universitaires qui cherchaient un accord pour la non-utilisation de la géoingénierie solaire et ils ont parlé de différentes idées, de facteurs comme le non-financement ou des expériences en laboratoire. Et d'après eux, il y avait des risques qui n'étaient pas nécessaires. Quelle est votre opinion? Vous avez créé un blog justement et pourriez-vous nous exposer certains des arguments que vous avez vus? Oui, bien entendu. Tout d'abord, je pense que nous devons euh,
Donc, tout d'abord, réfléchir sur la liberté d'exploration scientifique, étant donné que je crois qu'il y a des arguments pour éviter l'acquisition de connaissances. Et c'est-à-dire que ces conséquences peuvent donner à quelqu'un le pouvoir de faire du mal, mais s'il y a la probabilité que quelqu'un le fasse. Donc il faut qu'il y ait ces connaissances pour éclairer cela. Et s'il n'y a pas de façon d'empêcher que ceci se produise aussi. Mais soyons réalistes, et un déploiement de géo-ingénierie solaire, euh, donc pour le faire, il faudrait toute une flotte d'avions dans des continus. Il faudrait qu'en permanence, ils reprennent du combustible ou alors qu'ils se rechargent. Et il existerait toute une série de mécanismes et de facteurs politiques, économiques et militaires qui éviterait que ceci se fasse en permanence. Donc, même si quelqu'un commençait à faire ce déploiement ou le faisait pendant quelques mois avant que ça ne soit annulé, ce ne serait pas la fin du monde. Ce serait équivalent à une petite éruption volcanique. Donc, ce serait peut-être pas bon, mais ce ne serait pas non plus une catastrophe. Donc, je pense qu'étant donné qu'il n'existe pas le risque d'un déploiement malhonnête et dur à combattre parce que simplement ça ne rentre pas dans cette catégorie et, et donc ces connaissances ne conduiraient pas à un grand danger, mais il existe un moyen connu qui pourrait refroidir la température de la planète pendant notre vie ou pendant la durée on va dire du vivant de nos politiques actuelles. Et si nous prenions les menaces climatiques au sérieux, nous envisagerions peut-être sérieusement de commencer à refroidir la planète de notre vivant. Je ne dis pas que cela va être le cas, mais je pense que si l'on prenait la menace du changement climatique au sérieux, eh bien, on aimerait comprendre ce qui se passe si quelqu'un voudrait le faire. La lettre ouverte dit que l'espérance spéculative de la future disponibilité de la technologie de géoingénierie menace l'engagement d'atténuation. Pensez-vous que c'est le cas? Eh bien, moi, j'ai plutôt vu le contraire. Je ne vais pas ici citer des noms, mais il y a des personnes qui étaient auparavant sceptiques sur la transition de système énergétique et qui pensaient et qui disaient que bon, ben on va faire une recherche sur la géo-ingénierie solaire pour voir si tout ce que l'on dit est vrai. Et je crois que d'une certaine façon, la géo-ingénierie solaire nous conduit à en savoir plus sur le système climatique. Et ensuite, donc, ils commencent à voir les résultats des modèles et ils se disent que si l'on inventait ces modèles simplement pour obtenir les résultats que l'on cherche, pourquoi dirait-il que cela fonctionne si bien? Et ensuite, ils commencent à chercher la physique dans le système et ils voient qu'elle existe. Et ensuite, ils disent, ah bon, on devrait peut-être créer et voir comment la géo-ingénierie solaire affecte le système et pourquoi n'allons pas faire une recherche sur la façon dont le CO2 affecte le système sans la géo-ingénierie. Et ils se disent que si on continue à accumuler du CO2, et peut-être que cette dernière étape ne va pas être très attractive. Donc même si l'on devait appliquer la géo-ingénierie, il va falloir effectuer la transition, nous éloigner des combustibles fossiles, et ce n'est pas un remplacement à la transition des systèmes énergétiques, et il serait peut-être, ce serait comme une sorte de palliatif, pour le dire d'une certaine façon. Mais nous pourrions peut-être l'utiliser pour réduire les effets négatifs tout en effectuant la transition. J'ai vu des personnes qui étaient auparavant sceptiques sur cette question, mais qui maintenant voient la question à travers le prisme de la géo-ingénierie solaire et qui sont pour celle-ci.
L'une des questions épineuses de cette campagne est que les systèmes de gouvernance actuels ne seraient pas adéquats pour pouvoir arriver à un accord de contrôle efficace sur un déploiement qui soit juste de la géo-ingénierie. Que pensez-vous de cet argument? Je vous le répète, je ne suis pas expert, mais je pense que ceci est exact. Il me semble qu'il existe une grande différence entre la recherche sur la géo-ingénierie solaire et sur le déploiement de celle-ci. Il faut admettre qu'il existe une zone grise entre ces deux éléments. Les preuves scientifiques ont des ressources limitées et elles se produisent dans un temps limité et dans un espace limité. Il y a certaines expériences assez connues, mais on parle essentiellement d'envoyer un ballon dans l'espace, un ballon qui pulvériserait de l'eau. Donc bien sûr, il y a le risque que le ballon tombe et et blesse quelqu'un, mais personne n'a véritablement pensé que cette expérience pouvait entraîner de grands dommages directs pour quiconque. Mais c'est une expérience et je pense qu'il y a deux arguments en faveur de l'interdiction de ceci. Le premier, c'est que le fait d'obtenir des connaissances peut porter préjudice en tant que tel et qu'il faudrait l'éviter. Mais il y a d'autres thèmes qui ont des arguments donc plus solides, car comme il y a une continuité entre un ballon dans le ciel et une flotte aérienne qui va être en route pendant des années, il est préférable que nous mettions vite une limite si on ne sait pas ce qu'il y a à la fin de ce chemin entrepris. Alors il faut éviter que toute personne donne le premier pas. Et je pense que ce que je rejetterais, c'est en quelque sorte l'orgueil démesuré de savoir exactement où l'on veut arriver. Mais peut-être que le changement climatique va être pire que ce que je n'ose ou ne crains d'imaginer. Et il est probable que va-t-il en être si les plaques de glace commencent à se fissurer et à se casser d'une façon importante et qu'en est-il si le niveau de la mer augmente et si les tropiques deviennent des endroits où l'on ne peut pas habiter? Donc c'est peut-être pire que ce à quoi nous nous attendons, car je parle de l'humanité en termes tout entiers. Vous avez utilisé les mots de savoir et de connaissance à plusieurs reprises pendant notre entretien. Et car réussir à obtenir un accord de la société avec ce que l'on sait est un grand défi. Et ça peut être plus difficile encore dans nos temps d'Internet et avec les théories du complot. Si par exemple on prend l'exemple de la pandémie, nous avons vu clairement quelles sont les conséquences de la désinformation ou de la non-compréhension des informations données. Et d'ailleurs, l'OMS a créé le terme infodémie, qui est un mot valise. Donc, qu'avons-nous appris de cette expérience sur ce que nous savons sur les changements climatiques? Donc, sur cette base-là, pardon, que devons-nous faire pour obtenir la confiance du public et des gens à partir de ce que nous connaissons? C'est une question difficile. Si par exemple je devais dire comment moi j'ai changé de ma façon de penser depuis les 5 dernières années, eh bien par exemple je pensais que, que cette façon de voir les choses rationnelles, je voyais en fait les êtres humains comme des êtres rationnels et qui étaient donc peut-être que cette pensée peut être un peu brouillée par les émotions, mais l'homo economicus, l'homme, était comme une représentation raisonnable des êtres humains. Mais là, maintenant, je pense que
nous sommes passés des groupes des chasseurs-cueilleurs et le pire que l'on pouvait faire, c'était qu'on se retrouve tout seul à l'époque dans les bois. Donc, le noyau de l'identité humaine, la psychologie nous dit que nous sommes disposés à créer ce que nous voulons faire pour ne pas être rejetés. Et par exemple, ça peut porter à controverse. Voyons le thème de la religion. Eh bien, si l'on veut faire partie du groupe, il faut partager les croyances. Finalement, peu importe que ces croyances paraissent un peu échevelées. Et nous voyons avec la réponse face au coronavirus comment les points de vue des gens et les faits empiriques ne sont peut-être pas en accord avec l'identité de groupe. Donc comment peut-on avoir une pensée rationnelle avec tout ceci? Et ça, c'est véritablement un défi à l'heure actuelle. Pas simplement de la géo-ingénierie solaire, mais dans tout le système politique. Et donc, je suppose qu'il y a certaines choses que j'ai essayé de faire d'une façon plus personnelle, pas toujours d'ailleurs avec grand succès, mais il me semble que nous devons être plus, nous devons plus appuyer ce que nous pensons adéquat et nous devons être plus généreux envers envers ce que nous pensons inadéquat et ce que peuvent avancer d'autres personnes. Et je pense que le défi climatique, effectivement, est très difficile. Mais la communauté doit faire face à tous ces défis. Que l'on soit pour ou contre l'énergie nucléaire, ou, ou pour ou contre la géo-ingénierie solaire ou du captage de la capture de captage du carbone et de stockage, il me semble qu'être contre quelque chose n'est pas véritablement utile. Et en fait, mieux vaut demander aux autres ce qu'ils pensent, ce qui va fonctionner à leur avis. Et donc, élargir le champ les uns envers les autres pour en quelque sorte forger de nouvelles voies et ne pas être aussi peut-être méprisant. Et donc, j'ai essayé face à quelqu'un qui me dit quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord et au lieu de lui dire bah, ça c'est vraiment complètement c'est ridicule, etc. J'essaye donc plutôt de lui poser des questions. Et je lui dis, je formule ainsi mes questions, mon désaccord sous forme de questions. Je dis, mais à votre avis, qu'est-ce qu'on va obtenir avec ça, etc. Donc en fait, il faut mieux se baser, je pense qu'il faut mieux se baser sur le civisme et la générosité. Je crois que c'est un petit peu difficile d'arriver à cette façon de faire et ça me faire rappeler le 11 septembre à l'écroulement, à l'effondrement des tours jumelles. Et la réponse des États-Unis, je pensais qu'elle serait euh, peut-être magnanime et reconnaître que les États-Unis aussi avaient fait des choses épouvantables et de dire que bon, au fond, s'il y avait des inégalités et des injustices, on pouvait peut-être prendre notre part. Mais au lieu de ceci, la réponse a été faite avec des kidnappings, avec de la violence. Et en fin de compte, nous avons agi avec la même violence que celle des personnes qui nous avaient attaqués. Donc je pense que là, c'est la même chose dans le sujet qui nous occupe. Je pense qu'il faut que nous soyons meilleurs, hein, que nous prenions de la hauteur, avoir un dialogue positif. Quand quelqu'un nous dit quelque chose que nous pourrions juger ridicule, il ne faut pas lui dire mais ça non, n'importe quoi, mais lui dire bon, qu'est-ce que vous feriez vous dans cette situation? Et peut-être qu'il faudrait faire autre chose. Et je ne dis pas pour autant que les forces de l'obscurité vont l'emporter, mais je pense que nous devons vraiment continuer à prendre un petit peu de hauteur et garder le bon chemin. Je ne sais pas s'il existe une réponse parfaite, mais vous avez parlé de l'importance de rester positif et ainsi que des forces du mal. Justement, le changement climatique peut être un problème très épineux et
il peut se transformer en un fardeau pour les professionnels qui sont engagés fortement dans ce type de débat. Et nous allons peut-être terminer sur cela, mais j'aimerais vous demander comment vous arrivez à conserver l'espoir et l'enthousiasme nécessaires tout en ne fermant pas les yeux sur les défis qui existent. Eh bien, tout d'abord, je travaille sur le changement climatique depuis 40 ans. J'ai commencé en 1979. Et je me sentais à l'époque comme si je donnais des coups de tête contre le mur. Il y a peut-être eu certains mouvements depuis, mais en tout cas pas les mouvements véritablement nécessaires. Nous avons peut-être obtenu à peine les 10% de ce que j'aurais voulu voir. Donc, je suppose qu'il y a différentes choses. L'une des choses, c'est que nous devons travailler avec des personnes éclairées, très intelligentes, motivées, sympathiques, qui font bien entendu un travail intéressant. J'ai eu la chance de parler avec des interlocuteurs comme ceux-ci, avec des post-doctorants. Donc je pense que notre bonheur est lié à nos interactions sociales et non pas à nos croyances. Je dois avouer que je sens une sorte d'angoisse existentielle permanente sur ce que je peux faire pour être plus efficace, et utile pour les gens. Et je pense que je suis dans une meilleure position que peut-être plus de 99% des gens sur la planète ou plus, car j'ai la chance de pouvoir apporter des informations à des personnes comme Bill Gates et avec d'autres personnes de son niveau. Et je sens qu'en fonction des liens et des ressources que j'ai, dont je dispose, je devrais être plus efficace. Et je ressens en permanence que je n'en fais pas assez, mais je crois que ceci, je crois que les personnes qui se sentent très contentes d'elles-mêmes n'atteignent peut-être pas autant de choses, et celles qui veulent atteindre beaucoup de choses sentent que finalement elles n'en font pas assez. Vous voyez? Donc si je savais ce que je peux faire pour être plus efficace, je le ferais. Et chaque jour, je me demande ce que je peux faire pour être véritablement utile pour des personnes et marquer une différence. C'est peut-être lié tout simplement à l'âge, à un ego un petit peu différent, plus positif. Je me rends compte du fait que je suis plus satisfait finalement lorsque j'aide les autres. Quand je peux comme ça agir finalement à l'arrière-plan, en coulisses, si je peux dire. Et je crois que rendre compte que nous n'avons pas résolu ni abordé les défis d'une façon assez importante est important. Donc je ne critique donc pas autant les autres stratégies parce que je ne peux pas dire que les miennes ont eu autant de succès, ni les vôtres, ni celles de tel et tel. Je ne peux pas critiquer quelqu'un qui n'a pas eu une stratégie réussie. Je ne sais pas quoi faire, mais voilà. Mais j'ai la chance d'avoir de bonnes relations sociales car le niveau de progrès a été décevant. Eh bien, nous n'avons pas été chez C2G Talk déçus par cet entretien avec vous. C'était vraiment, je vous remercie du temps que vous nous avez consacré, Cal Caldera, et nous allons voir ce que le prière nous dira. Oui, espérons qu'il nous dise de bonnes choses.